Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle entrevue avec les éconologistes. Nous sommes un groupe créé en octobre 2019 composé de plusieurs auteurs ou activistes concernés par les questions économiques et écologiques. Notre vision est de remettre en question le modèle monétaire au travers de différentes informations ou actions en vue de répondre aux besoins vitaux de régénération du vivant, de réduction des inégalités sociales et de la préservation des biens communs. Alors ce soir, nous invitons Philippe Derrida. À toi, Philippe. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je fais partie du membre des éconologistes. Je suis bien heureux et je travaille depuis longtemps sur la question. J'ai d'abord toute une première partie de ma vie qui a été impliquée dans la direction d'une entreprise et je croyais fermement dans les valeurs du capitalisme à cette époque. Je m'y suis complètement consacré et puis au fil du temps, grâce à l'expérience de chef d'entreprise dans le domaine de l'international, j'ai découvert de plus en plus ce que j'appelle les contradictions du système. Et ça m'a amené, après une longue maturation, à démissionner du monde des affaires, à quitter le monde des affaires volontairement en 1992, donc ça remonte déjà un petit bout de temps, parce que je me disais, le système est absurde, je contribue à quelque chose qui nous conduit dans le mur et je n'ai pas envie de consacrer ma vie à ça. Et donc, j'ai donc quitté le monde des affaires en me disant, bon, j'aimerais consacrer ma vie à quelque chose de plus intelligent. Comment faire pour mettre l'économie au service de l'humain et de la planète? Je ne me posais pas de questions sur la monnaie à l'époque. Après quelques années, j'avais commencé à écrire un premier bouquin, et puis il y a des personnes qui m'ont contacté en me disant bon, t'étais sympa ton bouquin, pas mal, mais tu ne me parles pas de la monnaie. Et là, je dis, non, je ne parle pas de la monnaie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la monnaie si ce n'est qu'il il faut en gagner, il faut gagner des sous, tout simplement. Et on dit écoute, viens nous voir, on a des choses à te dire. Et donc, j'ai commencé à regarder avec leur aide la question de la monnaie, et j'ai découvert, à ma grande surprise, que la monnaie se créait. Moi, dans ma tête, malgré toutes les années de direction d'entreprise, complètement baigné là-dedans, je croyais que la monnaie, les billets qu'on avait dans notre poche, les cartes plastiques avec lesquelles on faisait le paiement, etc., malgré cette dématérialisation, qu'elle reposait malgré tout sur des réserves d'or et d'argent quelque part dans les coffres des États et des banques. Et donc, ça repose en fin de compte sur une très vieille croyance chez l'être humain, qui même repose sur le paradigme fondamental de la théorie économique, qui croit que les ressources naturelles sont illimitées et que les ressources monétaires sont limitées. C'était certainement valable au XVIIIe siècle. On peut comprendre qu'à cette époque, l'industrie n'était pas encore là, les ressources naturelles semblaient absolument illimitées, effectivement. Puis l'argent, c'était effectivement à l'époque des pièces d'or et d'argent, et donc c'était des métaux rares et précieux, donc la monnaie pouvait manquer. Et moi, voilà, je suppose que culturellement, cette idée reste placée dans nos esprits. Faisons un bond de 200 ans, l'industrie est venue et on se place au début des années, enfin, dans la décennie des années 1970. Et là, 3 événements majeurs ont marqué cette période. La première, c'est que pour la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité, l'offre, donc l'outil de production, est devenu suffisant pour produire, pour faire face à la demande, et même devenu potentiellement supérieur à la demande. Alors vous me direz, non, c'est pas possible, parce qu'encore aujourd'hui, il y a une misère absolument considérable à la surface de la Terre, mais en fait, si on mourait de faim autrefois, c'est parce qu'on ne savait pas produire en suffisance. On meurt toujours de faim aujourd'hui, mais par manque d'argent. Donc, il y a eu un changement, mais ça, c'est quand même un bouleversement considérable. C'est que l'outil de production mondial
l'offre est devenue supérieure à la demande. Deuxième événement majeur, c'est traduit dans ce qu'on a baptisé après le rapport Meadows. Une étude a été confiée au MIT pour savoir si le modèle économique fondé sur une croissance infinie était tout à fait pertinent. Ben, la réponse est sans ambiguïté. Ce rapport dit non, la croissance nous conduit dans une impasse. Un modèle économique fondé sur la croissance ne peut plus fonctionner à terme. Vous remarquerez que 30 ans plus tard, tous nos politiciens et économistes ne font qu'appeler à relancer la croissance en permanence. Et troisième événement majeur, c'est justement la fin du système monétaire qui avait été édifié à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des accords de Bretton Woods, qui s'appuyait sur le dollar américain convertible en or. Et en 1971, Richard Nixon, à l'époque, a déclaré tout simplement que le dollar ne serait plus convertible en or, et ça a été confirmé et entériné par le système en 1976 dans le cadre des accords de Jamaïque, ce qui veut dire que depuis cette époque, 1971, eh bien, les monnaies n'ont plus aucune matérialité, ce sont donc des unités virtuelles dont la valeur dépend de l'offre et de la demande des monnaies. Donc les monnaies, aujourd'hui, n'ont plus aucune existence propre, aucune valeur propre, c'est une création purement humaine. Donc on aurait dû à cette époque se dire, bon, ben, ce paradigme de la croissance de la notion illimitée des ressources naturelles et de la limitation de la monnaie est fausse, il faut repartir sur un paradigme sain, un paradigme qui traduit la réalité, c'est-à-dire que la monnaie, elle, est potentiellement illimitée, mais les ressources naturelles, elles, sont limitées. Est-ce qu'on l'a fait? Non. Et donc, on continue, depuis cette époque, on continue toujours à vivre et faire fonctionner nos systèmes de vie et l'économie sur la base de ressources naturelles illimitées et de monnaie limitée, alors qu'encore une fois, elle ne dépend que de décisions purement humaines. Alors, comment on fait pour raréfier la monnaie? Eh bien, le système monétaire, la création monétaire a été confiée exclusivement au système de banques privées, ce qui fait que ce sont des entreprises privées qui doivent donc gagner leur vie avec ça, donc, qui créent cette offre de monnaie lorsque nous, en tant que particuliers ou une entreprise ou une collectivité locale, a besoin d'argent. Ça se fait essentiellement par le crédit. Et donc, ça veut dire que le secteur bancaire ne peut financer directement que des activités rentables, parce que sinon, il faut bien qu'elles aient en face d'elles des personnes qui vont pouvoir rembourser le crédit. Et puis en plus, eh bien, comme elles doivent gagner leur vie, elles assortissent ça d'un intérêt, et cet intérêt, qui n'est pas créé en même temps que le capital emprunté, fait qu'il est mis sur la table, toujours et en permanence, moins que ce qui est demandé en remboursement. Donc on est dans un déséquilibre permanent qui fait qu'il faut toujours aller créer des richesses nouvelles pour trouver la possibilité de rembourser le capital et les intérêts. Et donc ça implique mécaniquement un système qui fonctionne sur une croissance infinie. Et donc, comme il n'y a que des projets rentables financièrement qui peuvent trouver leur financement, ça veut dire que tout ce qui, par nature, n'a pas vocation à faire du profit financier, comme l'éducation de nos enfants, la santé publique, la justice, les choses de ce genre, doit être financé d'une autre façon, par la redistribution, c'est-à-dire qu'il faut aller prendre dans la poche des revenus des entreprises et des gens, de quoi redistribuer pour payer ce qui n'est plus une richesse, mais une dépense. Et donc là, on va voir que l'intérêt particulier et l'intérêt collectif dans notre système s'opposent nécessairement, puisque l'intérêt collectif, et donc ce que j'appelle le bien commun, devient dépendant des performances de l'activité marchande.
Et l'activité marchande et les revenus des uns et des autres n'aiment pas redonner une partie de leurs revenus pour financer le reste, même si on sait, on apprécie quand même ce qu'on peut en retirer. Et donc là, je voudrais aborder un point qui me semble absolument crucial, non abordé, mais essentiel à retenir pour l'aide de l'humanité, c'est qu'il faut à tout prix réconcilier l'intérêt collectif et l'intérêt privé. Or, intérêt collectif et intérêt privé ne se mesurent pas ou ne devraient pas se mesurer de la même manière. L'intérêt privé se mesure en monnaie, naturellement. Si on est 10 paysans sur une terre, on va avoir chacun une production. Nous avons besoin les uns et les autres de pouvoir acquérir des productions que nous ne produisons pas nous-mêmes ou que nous ne savons pas produire. Donc, il faut qu'on transforme notre production dans une unité universelle, donc la monnaie, pour pouvoir avoir satisfaction d'autres besoins. Donc, naturellement, l'intérêt particulier se mesure en monnaie. Mais l'intérêt collectif, qui serait représenté par le champ sur lequel je vais exploiter, le champ, lui, il ne se fait pas payer. La production de la nature, cet outil nous offre gratuitement sa production. Et si moi, pour m'enrichir plus, je commence à utiliser des moyens qui vont polluer, dénaturer, déstructurer le sol, peut-être que ça va me rapporter de l'argent immédiatement, mais à terme, je scie la branche sur laquelle je suis assis et j'entraîne tous les autres dans ma propre déconfiture. Donc le bien commun doit et ne devrait se mesurer qu'en richesse réelle et pas en richesse monétaire. Donc ça m'a conduit à imaginer que pour que le système fonctionne et pour réconcilier l'intérêt particulier et l'intérêt collectif, il faudrait deux monnaies. Une monnaie qui sert les intérêts particuliers, donc une monnaie marchande qui correspond grosso modo au système qui existe actuellement, donc une monnaie appuyée sur une dette, parce qu'en tant qu'entrepreneur, je cherche à gagner ma vie avec une production, et donc je prends le risque de mon activité, donc je vais emprunter l'argent dont j'ai besoin pour financer le lancement de mon entreprise et son fonctionnement. Donc là, au niveau de l'intérêt particulier, on ne ferait pas grand-chose, mais au niveau de l'intérêt collectif, pour servir le bien commun, il faudrait donc une deuxième monnaie qui permet de rendre autonome le financement du bien commun et donc ne plus le faire dépendre des retombées du système marchand, pour pouvoir le servir complètement et à la hauteur qu'il faut et qui ne soit pas pollué par des intérêts particuliers qui cherchent à utiliser l'intérêt commun pour servir leurs propres intérêts. Et donc cette monnaie-là serait une monnaie non dette, une monnaie qui devrait avoir le pouvoir légal, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir obligation légale de l'accepter, et une monnaie qui serait fléchée vers une production et une consommation responsables. Et vous voyez que la grande différence par rapport à ce qui se fait, par exemple, aujourd'hui, quand on dit qu'on veut verdir l'économie, eh bien, c'est toujours fait dans le cadre d'un budget. On va dire, bon, ben voilà, on va mettre de l'argent sur la table et puis on va orienter cet argent vers quelque chose de plus vert. Sauf que c'est toujours la monnaie qui va conditionner l'utilisation et les solutions. Et là, dans ce que je propose, on évacue complètement la question monétaire parce qu'on sait qu'on va pouvoir, le moment venu, créer la monnaie qu'il faut pour financer ce qu'il faut. Ça devient la pertinence des projets sociétaux, donc des projets de bien commun, qui vont être la contrepartie de l'émission de cette monnaie. L'objectif, c'est de servir avec le plus haut niveau d'intelligence possible, de se dire quelle est la solution, quelles sont les solutions idéales que l'on peut retenir, que l'on peut explorer pour répondre à tel ou tel problème ou telle question qui relève du bien commun. Et à ce moment-là, c'est l'intelligence et la créativité collective et c'est la pertinence de ce projet au regard de des défis qu'on veut relever et les projets seront toujours mesurés par rapport à l'empreinte écologique qu'ils vont générer. Parce qu'on peut évidemment aujourd'hui, avec les
les connaissances que nous avons et avec tous les outils que nous avons, imaginer des choses complètement délirantes. Les possibilités reculent de jour en jour. Et dans ces possibilités, on peut idéaliser toutes sortes de formules et il va falloir toujours les mesurer par rapport à ce que la planète peut soutenir. Donc, voilà, on va sortir du conditionnement monétaire qui emprisonne notre monnaie et qui nous conduit naturellement à faire dévier ou à orienter le produit de nos cerveaux vers quelque chose qui a une finalité monétaire, alors que là, ça aura une finalité de bien commun. Et donc, les deux choses peuvent se rééquilibrer. Il y aura d'un côté l'intérêt privé qui continuera comme aujourd'hui, mais il sera contrebalancé par un intérêt collectif libéré de sa dépendance aux seuls intérêts privés, et ça va créer une dynamique, parce que la demande, puisque l'utilisation de cette monnaie sera fléchée vers une demande de produits et services responsables, ça créera une dynamique vertueuse qui infléchira peu à peu le monde de l'économie privée vers une offre de plus en plus vertueuse. Voilà, auprès de ce que je voulais résumer sur l'analyse que je fais sur les propositions que je porte. Eh bien, merci beaucoup pour cette passionnante intervention, Philippe. Alors, on va passer aux questions. Je vois que Fabien lève la main. Oui, moi j'avais une question par rapport au fait que tu crées deux monnaies donc en parallèle et tu disais que tout le monde, enfin qu'elles auraient cours légal toutes les deux. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on pourrait recevoir un salaire dans ces deux monnaies? Absolument. Alors là, les deux monnaies auraient cours et circuleraient librement sur le territoire. Donc, on peut imaginer qu'une personne reçoit une rémunération exclusivement en monnaie, je vais l'appeler en monnaie de bien commun pour les différencier. Et comme on aurait obligation d'accepter cette monnaie, je peux aller faire mes achats un peu partout sur le territoire, alors exclusivement sur une gamme de biens et de services réduite, puisque là, il faudrait aller vers un système d'identification de ce qui est achetable avec cette monnaie. Donc là, on rentre dans un débat politique et donc là, ça reporte la question sur le politique. Mais donc les commerçants auraient dans leur tiroir-caisse de la monnaie marchande, donc l'euro dans l'Europe, et cette monnaie nationale de biens communs, ce qui fait qu'elle rentrerait même dans l'économie, même dans les échanges de personnes qui ne l'ont pas forcément choisi au départ. Et donc ces deux monnaies circuleraient tout à fait librement sur le territoire. Parfait. Alors, André de Belgique a une question pour toi, Philippe. Oui, bonjour Philippe, merci pour cette présentation. Excuse-moi pour mon retard. Voilà, donc j'ai entendu un message important de ta part. Donc c'est un double système monétaire, hein, donc une monnaie complémentaire nationale. Et donc ça m'a fait penser à l'époque du bimétallisme, où en définitive il y avait deux systèmes monétaires qui ont fonctionné ensemble. Et malheureusement, le bimétallisme n'a pas été un succès, puisqu'en définitive l'argent a été retiré comme moyen de paiement et on est rentré dans un système monométallique qui a été l'or et qui a servi de devise de référence pendant des années. Et donc je me posais la réflexion suivante et je me disais qu'au fond, ce qui est peut-être le plus important, c'est d'avoir deux moyens de création monétaire plutôt que deux monnaies. La caractéristique essentielle étant effectivement que dans un cas, on a une monnaie dette et puis de l'autre côté, une monnaie créée par fléchage écologique. Donc voilà, je voulais soumettre cette question à ta réflexion et avoir ta réaction. Merci. Alors, ce que je sais aussi, c'est que, bon, là, tu fais part du bimétallisme. Moi, j'ai souvent la réflexion qui m'est faite sur la proposition de Gresham qui nous dit que deux monnaies, dans un système de monnaie, il y a toujours la bonne qui chasse la mauvaise. Alors, ça, soit le bimétallisme ou autre, pour moi, ce sont des phénomènes que l'on peut constater lorsque ces deux monnaies ont la même vocation.
lorsqu'elles sont quasiment en compétition. Alors que là, on est en complémentarité et que la logique d'utilisation est différente parce que dès lors qu'on est dans une seule monnaie, le fléchage devient difficile. On peut faire un fléchage sur sa direction au départ, mais on la perd après dans la consommation. Et donc, pour moi, la demande devient au moins aussi importante, peut-être même plus importante, pour que ce soit la société elle-même qui se mobilise autour du défi. Ça me semble important que la société entière prenne en compte les défis et son propre destin, qui est toujours très centralisé, très orienté au départ par des intérêts tous aussi clairs et honnêtes, j'en sais rien. Pour moi, le début, le devenir de l'humanité doit dépendre de l'humanité. Et donc, moi, je veux associer la puissance de la demande à la puissance de l'offre en même temps. Et je crois qu'à ce niveau-là, une deuxième monnaie est nécessaire, une monnaie beaucoup plus contrôlée par le citoyen et utilisée par le citoyen, donc volontairement pour qu'il y ait une demande. Parce que c'est un véritable bulletin de vote, la monnaie. Hein. Comme disait Coluche, si ça ne s'achetait pas, ça ne se vendrait pas. Donc, il faut véritablement pouvoir agir en même temps du côté de l'achat. Merci pour ta réponse, Philippe. Maintenant, Yann de Suisse a une question pour toi. Oui, alors, tu n'as pas parlé dans ta présentation, mais il me semble que tu disais que l'euro donc serait la monnaie internationale et que cette monnaie serait purement nationale, ce qui permettrait d'éviter d'affecter la balance commerciale ou ce genre de choses. Mais je me questionnais par rapport à ça, parce que si j'ai bien compris aussi, cette monnaie serait indexée sur l'autre. Et donc, du coup, il me semble qu'il y a quand même un lien fort entre les deux et la création monétaire dans cette monnaie va quand même affecter l'autre monnaie. Je peux peut-être me tromper, mais c'est juste une intuition. Peut-être que tu peux Alors, dire quelques mots là-dessus. Je n'ai peut-être pas suffisamment précisé, parce que dans un temps court, j'essaie d'aller vraiment vite et à l'essentiel. Oui, j'ai quand même passé trop vite sur l'idée que la monnaie est nationale. Ce n'est pas une devise internationale. Elle n'est pas convertible dans une autre monnaie. On est un peu comme dans la logique des monnaies locales actuellement, c'est-à-dire qu'elle n'a de valeur que sur le territoire qu'on lui offre. Donc, si c'est un pays, je raisonne en termes de pays au départ, après ça peut s'étendre, bien évidemment. Mais là, pour que le bien commun, qui devient pour l'instant quand même à chaque pays de décider de son propre devenir, cette monnaie ne doit pas normalement affecter la devise parce que justement, elle n'est pas convertible dans cette devise. Elle ne donne pouvoir d'achat, en fin de compte, que par le fait qu'elle a pouvoir légal, donc que tout le monde a l'obligation de l'accepter, et qu'elle est fléchée vers une production essentiellement nationale, puisqu'il n'est pas convertible, on ne peut pas acheter des produits à l'extérieur des frontières, donc essentiellement nationale, donc à quelques nuances près. Donc théoriquement, il ne doit pas y avoir d'influence sur le cours de la devise internationale, et ça, c'est effectivement quelque chose qui est important pour qu'il n'y ait pas de facteur d'inflation et pas de facteur d'influence sur le cours de la devise. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Est-ce que je ne sais pas, Jean-Christophe, Jean-Christophe. Oui, vas-y, Philippe. J'avais envie de compléter sur quelque chose que je n'ai pas abordé tout à l'heure, c'est sur le fait que, justement, comme je parle d'inflation, on peut le dire maintenant dans un système où on ne fait que créer de la monnaie. Donc, on peut dire qu'il y a de plus en plus de monnaie. Là, dans le système actuel, c'est le remboursement des crédits qui détruit la monnaie. Dans le système que je propose, pour cette monnaie de bien commun, il n'y a plus de destruction a priori, il n'y a que de la création monétaire en fonction des projets qui sont décidés. Et donc, dans mon imaginaire, la fiscalité existe toujours, mais elle n'a plus pour but d'alimenter une recette fiscale à vocation de redistribution,
mais de détruire la monnaie. Donc on peut avoir une fiscalité dont le but essentiel est de détruire la monnaie qui a été émise. Et donc ça devient un outil de régulation de la masse monétaire, peut-être associé à d'autres comme la fonte de la monnaie, comme des emprunts ou des choses comme ça. C'est au tour de Jean-Luc maintenant de poser une question. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Luc. J'ai été passionné par ce que tu as dit et vraiment intéressé. Et, j'aurais plusieurs questions et je vais essayer de limiter les choses. Si j'ai bien compris, dans ton système, on a deux types de monnaies pour répondre à deux choses bien différentes. Les besoins en bien commun d'une part et tout ce qui concerne l'intérêt privé. Pour l'intérêt privé, si j'ai bien compris, il continuerait à fonctionner et être financé à travers la monnaie dette. Ma question est, dans la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui, dont on sait, et nous l'avons dit nous-mêmes, elle est le résultat de cette création monétaire par la dette, en quoi y aurait-il là un moyen de résoudre cette crise, puisqu'elle était à l'origine, au départ, de la monnaie dette? Actuellement, telles que les choses nous sont présentées, on s'oriente vers l'économie telle qu'elle existe, avec une petite variante à la marque, c'est-à-dire qu'on verrait vers une croissance verte. C'est-à-dire qu'on reste toujours sur le paradigme de ressources infinies et de monnaie rare. Et donc, au lieu de comprendre que le paradigme devrait être inversé, on reste toujours dans la croyance qu'il suffit de réorienter l'économie telle qu'elle existe vers quelque chose de plus vert. Et donc, dans cet esprit-là, eh bien, les entreprises et la finance se frottent les mains parce qu'ils disent bon, ça va être un formidable un potentiel extraordinaire de relance justement de la croissance parce que ça va créer des nouveaux marchés, comme la voiture électrique par exemple, les éoliennes. Enfin, dès qu'il va y avoir des nouveaux marchés avec de l'argent à se faire, on va se précipiter dedans. Et d'ailleurs, tout est fait dans la communication pour vous montrer que l'avenir et le bonheur de l'humanité reposent sur cette nouvelle technologie. Or, on ne fera que déplacer le problème et l'aggraver. Dans ce que je propose, effectivement, en apparence au départ, ça ne modifie pas les choses, puisqu'on reste toujours dans la satisfaction de l'intérêt privé, mais en rendant autonome la réflexion, en libérant la réflexion sur l'intérêt collectif de son attachement à gagner de l'argent ou à créer des nouveaux marchés avec, mais au contraire en finançant des choses qui sont des dépenses en règle générale et qui n'intéressent ni les banquiers ni les entreprises, là, on crée effectivement un nouvel espace économique orienté vers quelque chose de vertueux et d'intelligent, dont j'espère, dont je pense qu'on pourra aborder dans ce cas-là les choses avec une pensée différente. La pensée ne sera plus conditionnée par un objectif financier, mais il sera exclusivement conditionné vers un objectif de bien commun, de défi à résoudre la question écologique, climatique et à résoudre également la misère sur la planète. Donc à partir du moment où on ouvre une porte à l'intelligence, au lieu de rester enfermé dans un conditionnement monétaire, parce qu'on ne peut pas y échapper actuellement, je pense que là, on crée une dynamique qui fait que ça a l'avantage de ne pas toucher au départ aux intérêts privés, donc il n'y a pas de levée de bouclier de la part des acteurs de l'économie privée, et au contraire, on libère l'intelligence sur toutes les personnes et entreprises et autres, et organismes et autres qui veulent s'attacher exclusivement et dans l'idéal à des solutions véritablement pérennes, humanistes et écologiques. Et donc là, on offre une chance, ça crée une dynamique. Il y aura forcément un impact sur l'économie privée parce qu'il y aura une demande intelligente et responsable qui va se développer et qui va forcément se reporter sur le secteur de l'économie privée qui va chercher à y répondre. C'est comme ça que je vois les choses. Jean-Christophe, as-tu une question?
Salut Philippe et merci pour ta brillante présentation. Moi, c'est pareil, j'ai plusieurs questions et aussi des remarques en fait. J'ai une question qui ressemble un peu à celle d'André. En ce qui concerne lui, il a parlé du bimétallisme, hein, l'or et l'argent. Bon, j'ai plusieurs remarques à ce propos-là. En fait, moi, je trouve dans ma théorie à moi hein, qu'en fait, le problème n'est pas tant une question qu'il faudrait y avoir deux devises, mais qu'il faudrait y avoir une devise, mais que cette même devise soit orientée par deux organismes différents en termes de système bancaire. C'est-à-dire un système bancaire qui émettrait de la monnaie dette pour les projets de type marchand, et un autre système qui ne serait pas une banque commerciale, mais une banque pour le climat, qui émettrait donc une monnaie à dessein de la transition écologique, en fait. Mais ce serait exactement la même devise. Bon. Et en fait, moi, il y a quand même un truc qui me pose problème avec la théorie que toi, tu présentes. Bon, elle peut être pertinente sur certains points, mais il y a quelque chose qui me bloque, moi, intellectuellement, par rapport à ça. C'est que c'est la question de la convertibilité entre tes deux devises, en fait. C'est ça vraiment qui me bloque. C'est-à-dire que, en fait, ta devise complémentaire n'aura pas de pouvoir libératoire total hein, sur tout le reste. En fait, bon, tu as l'air de supposer que c'est précisément ça le but, c'est qu'elle ait un pouvoir libératoire essentiellement orienté vers des domaines comme la transition écologique ou des choses comme ça, et une consommation a priori, je dirais, symbiotique, ou une consommation, je dirais, de négantropie ou de moindre entropie, je dirais. Mais néanmoins, bon, quand quelqu'un a un revenu, bon, il relève quand même d'une certaine liberté qu'il puisse orienter ce revenu vers ce qu'il entend, en fait. Bon, ça, c'est une première question. Aussi, est-ce que le système que toi, tu défends, est-ce que c'est un système qui est exclusif ou est-ce que c'est un système qui viendrait s'encadrer avec d'autres, en fait, en parallèle avec d'autres systèmes, d'autres nouvelles inventions monétaires? Si elles sont pertinentes, on sait qu'en fin de compte, l'intérêt de systèmes à plusieurs monnaies, c'est de pouvoir faire de la dentelle. Les monopoles monétaires tels qu'on les connaît sont peut-être très efficaces, très efficients, mais pas résilients. Ils créent beaucoup de crises, et ça, on en a vécu récemment, et ils ne savent pas répondre précisément à certaines questions, à certains problèmes. Donc les systèmes à plusieurs monnaies sont certainement moins efficients, mais beaucoup plus résilients. Ils peuvent répondre de façon beaucoup plus précise à des besoins. Donc, par exemple, les systèmes de monnaie locale qui existent actuellement, peuvent-ils continuer à exister dans un modèle tel que je le propose? Oui, probablement, ou non, j'en sais rien. Ça, c'est des choses qui seront à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engouement particulier ou de nécessité particulière. Si nécessité se fait jour, alors il y aura de la place pour d'autres systèmes. Mais encore une fois, alors par rapport à ta première observation, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure à André, il me semble, si on travaille toujours avec la même monnaie, on va travailler au niveau de l'offre. Et là, tel que je vois les financiers et les entreprises aujourd'hui, ce sont des budgets qui seront alloués à des entreprises ou des espaces. Et là, c'est l'intérêt particulier de ces grands groupes qui vont chercher à trouver leur intérêt dans ces nouveaux marchés financés généreusement. Et ça risque de polluer terriblement la réflexion. Il faut que ces monnaies, pour moi, soient fléchées vers effectivement une production, une consommation responsable, parce que ça permet de reporter la question exclusivement sur le politique, mais le politique dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que là, il faudrait être évidemment dans un système démocratique beaucoup plus ouvert et beaucoup plus participatif pour que le citoyen prenne sa part entière dans le système. Alors, ce qui est intéressant, enfin, ce que je trouve intéressant dans la proposition que je fais, c'est que tout le monde peut se situer dans la société au niveau qu'il le souhaite. Si je reste majoritairement capitaliste dans l'âme et cherchant à gagner des sous, et c'est ma seule préoccupation, bah, mon Dieu, je reste un petit peu dans le domaine de l'économie
de l'économie privée, puis j'essaie de faire mon trou là-dedans. Bon, je me retrouverai malgré tout, naturellement, sans que je l'ai demandé, avec de la monnaie de bien commun dans ma poche, ce qui fait que ça m'obligera, pour avoir une partie de mes revenus, orientés peut-être là où j'avais pas fondamentalement envie de le faire. Mais il y a effectivement alors on peut appeler ça à ce niveau-là une privation de liberté, parce que moi, si je n'ai pas envie de le faire, je me trouve en partie obligé de le faire, mais c'est toute une société qui se mobilise autour d'une question et qui va chercher à lui répondre par la voie politique et non pas par la voie de l'argent. L'argent est nécessaire, à mon avis, pour, encore une fois, comme lien comme la société, comme incitatif. Aujourd'hui, c'est la fiscalité qui est l'incitatif. Là, c'est l'utilisation de l'argent et donc les critères que la société va déterminer elle-même par le débat public et par le vote démocratique pour dire, bon, tel projet méritera d'être financé par une monnaie de bien commun, mais conditionnera ça à une utilisation plus restrictive, alors qui ne sera pas du goût de tout le monde, mais qui pourra refléter le désir d'une partie de la société et donner justement l'opportunité à cette partie de la société de gagner sa vie dedans. Parce qu'aujourd'hui, mis à part le bénévolat ou mis à part ce qui est subventionné par l'État, ces personnes-là n'ont pas les moyens de gagner leur vie parce que, comme tu le dis toi-même, comme ça ne gagne pas d'argent, ben ça n'existe pas. Donc, il y a un champ extraordinaire d'activités qui aujourd'hui pourraient exister et être rémunérées et donner aux gens la possibilité d'avoir un pouvoir d'achat de vivre décemment. Et ça, aujourd'hui, c'est du chômage. Et du chômage d'un côté, donc de la misère, de la difficulté de vivre pour beaucoup, sans résoudre du tout les problèmes. Merci pour cette réponse, Philippe. Donc, j'ai l'honneur de poser la dernière question. La situation actuelle, pour faire court, c'est que nous consommons les ressources et l'énergie plus vite qu'elles ne se renouvellent et nous produisons de la pollution plus vite qu'elle ne s'élimine. Ce qui veut dire qu'à moins et en plus, nous arrivons à des moments, des moments jalons. Hier, l'ONU a lancé un appel à l'état d'urgence climatique. Donc là, clairement, je sais que dans l'esprit de beaucoup de gens, les problèmes arriveront peut-être dans 400 ou 500 ans. Les problèmes n'arriveront pas pour mes petits-enfants, ni pour mes enfants. Enfin oui, mes enfants vont les vivre, mais moi aussi, je vais les vivre avec eux. Ma question, c'est, donc, je pense que le constat impose une décroissance. Que le mot fasse plaisir ou pas, la question n'est pas là. La question, c'est que soit on décide librement de se lancer tous ensemble dans la catastrophe totale, soit on décide d'éviter la catastrophe, ce qui signifie une décroissance de consommation, ressources, énergie et une décroissance de production, pollution. Donc, ce qui implique nécessairement une restriction de liberté. J'ai senti dans ta proposition une recherche de ménager la liberté de certains. Ma question, c'est comment penses-tu que ton système monétaire que tu proposes va servir à un objectif imposé, si on décide de survivre, un objectif imposé de décroissance? Alors justement, la recherche, c'est que ce ne soit pas un objectif imposé. Aujourd'hui, on n'a pas la liberté aujourd'hui. On doit gagner notre vie. Et donc, il y a un nombre considérable de personnes qui ont un métier, une activité professionnelle qu'ils n'aiment pas, qui ne sert à rien ou qui génère beaucoup de nuisances secondaires. Mais elles n'ont pas le choix. Enfin, n'ont pas le choix. Ils se disent, attends, moi, j'ai une famille, il faut bien que j'ai un revenu à la fin du mois, et donc il me faut un salaire. Aujourd'hui, on est conditionné justement au fait qu'on doit gagner notre vie et gagner notre vie uniquement
dans une production rentable. Enfin, je ne reprends pas tout ce que j'ai dit au départ. Là, avec la proposition que je fais, j'ouvre la possibilité d'aller vers un système qui va prendre en compte des activités qui sont nécessaires, voire essentielles, et qui vont permettre aux gens de gagner leur vie. Donc, je vais gagner ma vie, mais je vais accepter, enfin, ça, alors là, c'est un pari que je fais sur l'être humain, mais je vais justement accepter de participer à la réflexion globale de comment on peut aller vers un système soutenable. Je vais être participant aux propres restrictions que la sobriété nécessaire, à laquelle la sobriété nécessaire nous invite. Tout ce qui est imposé, on le voit par exemple au travers de la pandémie, les restrictions gouvernementales qui sont imposées sont mal vécues, enfin sont bien ou mal vécues, ça dépend encore une fois des uns et des autres, chacun réagit à l'autorité de façon différente et à l'intelligence de ce qui est sous-jacent à ces restrictions. Donc plus je pense, plus les êtres humains, plus les citoyens vont être invités au débat, plus la question va être libérée et plus je vais trouver dans l'ouverture que cela donne possibilité moi-même de gagner ma vie et de ne pas rester au chômage ou à des minima sociaux, plus je vais être, ma bonne volonté va pouvoir s'exprimer et je ne serai plus contraint, je serai participant. Je pense que c'est un moteur plus convaincant et plus motivant que d'aller dans un système qui sera un système pyramidal où on va nous imposer de plus en plus des restrictions. Donc ça, c'est un pari que je fais sur l'être humain parce que je crois que c'est par l'intelligence et le cœur qu'on va trouver des solutions et non pas par des contraintes imposées. Parfait, mais merci beaucoup pour cette réponse, Philippe. Alors, cela clôt notre entrevue de la soirée et donc au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle entrevue. Merci, bonne soirée. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager ça avec vous.